La faiblesse des villes du XXe siècle, c'est qu'elles elles ont connu ce nouveau paradigme, c'est qu'on a construit la ville pour et par la voiture. Donc en construisant la ville pour et par la voiture, on a renforcé, c'est pas tellement qu'on ait renforcé un zoning très marqué entre l'habitat, le travail, le loisir, les parcs, etc., qui ont existé de toute éternité, à mon avis, c'est qu'il y a une fonction qui a commencé à exister pour elle-même. D'ailleurs, dans la fameuse charte d'Athènes, elle existe comme une fonction, c'est celle de circuler, et notamment de circuler en voiture. Donc on hérite aujourd'hui d'une ville qui est faite pour et par la voiture, dans laquelle finalement la ville compacte ou la ville du piéton ou même du vélo, c'est que 5% de la surface urbanisée. Le défi d'aujourd'hui, c'est que la voiture va évoluer, que d'autres modes de transport peuvent émerger ou se renforcer, mais elle laisse une structure urbaine de voies rapides, principalement, qui rend très difficile le lien, autrement que finalement on part de sa maison, on passe d'un parking à l'autre, grosso modo. Il y a une description de ce qui se passe à Londres ou à Istanbul, par exemple, où des quartiers entiers sont privatisés par des sociétés qui gèrent le mode de vie des gens dans les rues, pour faire marcher le commerce, et puis, ou bien privatisés par des gigantesques condominiums refermés sur eux-mêmes, comme à Istanbul. Après, maintenant, il y a des processus que j'évoquais tout à l'heure à Londres, où on a des manières finalement de contourner la notion d'espace public définie comme libre d'accès et gratuit. Donc à partir du moment où elle n'est pas libre d'accès, ou d'une certaine manière vous n'êtes un bon passant que si vous êtes un bon consommateur, vous perdez toute une dimension de l'espace public qui peut être le ludique, l'improvisation, le débat politique, etc., qui sont par exemple interdits sur un parking de centre commercial. Une ville passante, c'est quoi? C'est pas la possibilité qu'on puisse passer partout, hein. Il peut y avoir des cours, il peut y avoir des jardins, il peut y avoir des tas de choses qui sont gérées par des copropriétés ou par des associations de locataires. Mais c'est qu'au moins, il y a une trame urbaine qui permet de traverser la ville sans être toujours dans un contournement de circulation de transit et de ne pas pouvoir traverser une ville. Moi, je milite pour que, dans cette ville passante, ça permet d'avoir un maillage de rue qui permet, entre autres, d'accéder sans être obligé de prendre sa voiture. Si vous regardez les chiffres du nombre d'enfants qui sont amenés en voiture à l'école tous les matins, c'est ahurissant pour aller à l'école. C'est un défi, c'est à la fois l'héritage de cette ville pour et par la voiture, c'est la perspective de la ville du Mérisée qui crée à la fois du lien et quelquefois d'ailleurs des liens de proximité, ou quelquefois même renforce les liens de proximité. On voit bien comment les gens, à travers les réseaux sociaux, arrivent finalement à refaire des formes de vie de quartier aussi, et pas uniquement parler à un inconnu en Australie. Une des questions très importantes pour ça, c'est de penser la question, et une question très difficile, la question des rez-de-chaussée. C'est un peu trivial, mais c'est absolument essentiel. Pourquoi? Parce que si on veut faire une vie plus agréable, plus amusante, plus éducative d'une certaine manière, ça suppose qu'il y ait un espace public qui vit. Et donc ça suppose d'abord que l'espace public ne soit pas privatisé d'une manière ou d'une autre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des villes pour l'éternité. C'est de faire des villes qui bougent, qui ont une capacité de bouger, qui ont une capacité comme on dit maintenant, d'être réversible. Mais plus que, alors réversible, c'est beaucoup dire, mais qui a une capacité d'évolution. La question de la toute dépendance automobile dans des grands quartiers fermés, qui oblige finalement à chaque fois prendre sa bagnole pour sortir de sa zone, c'est aussi quelque chose d'audible parce que les gens aussi en ont marre de payer 2 voitures, 3 voitures pour leur vie quotidienne. Voilà. Les Halles, c'est un des rares exemples vraiment d'une tentative d'urbanisme souterrain. Parce que ce que les piétons des Halles ne voient pas, c'est qu'il y a 5 étages dessous,
Quand vous voyez le jardin, vous êtes sur le toit de 5 étages. C'était aussi l'héritier de l'urbanisme du tout pour la voiture, puisqu'il obéissait, ce projet, il a obéi à un plan de circulation où on avait envisagé très sérieusement, puisqu'on avait même voté en conseil municipal, de faire des autoroutes urbaines dans tout Paris, y compris dans le canal Saint-Martin, qui faisait une tranchée merveilleuse pour on vidait l'eau et on faisait une autoroute. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est d'appliquer aussi les principes de la ville passante, en surface déjà que les traversées du jardin, ce qu'on ne peut pas voir actuellement, se feront de rue à rue entre le nord et le sud, un peu comme c'était au temps du pavillon des Halles. Les choses étaient dans la continuité des rues, ce qui est quand même assez basique, mais qui avait été largement oublié. Donc il y a toute une partie invisible de la ville, qui est tout le système souterrain, que ce soit la gare de transport, que ce soit le système d'échange autoroutier, qui est profondément rénové. Donc pour le moment, on finit la face émergée de l'iceberg, mais l'iceberg, il y a encore du travail.